Bonsoir à toutes et à tous. Je ne peux le faire individuellement, mais je vous salue chaleureusement en vos titres et distinctions. Quel bonheur pour nous de vous accueillir si nombreux dans ce beau cadre du nouveau siècle. C'est une belle récompense pour toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés pour cet événement. Et je pense en particulier à mes collègues de l'Université catholique et à nos étudiants. Nos nombreux partenaires, entreprises, des plus petites aux plus grandes, associations, collectivités, institutions publiques, sont également là ce soir. Je ne peux pas les citer individuellement tant elles sont nombreuses, mais je les remercie pour leur présence et leur soutien. Ecopos, c'est avant tout un état d'esprit. Osons l'éloge du futur avec lucidité et en vue de l'engagement. Pour cela, améliorons notre information, nos connaissances, apprenons, débattons, exerçons notre discernement, construisons ensemble, échangeons au-delà de nos communautés naturelles, de générations, de métiers, de centres d'intérêt, d'engagement. L'offre d'Ecopos peut sembler riche, dense, diverse, pléthorique, diront certains. Mais c'est un parti pris. Notre promesse est de favoriser la proximité, les échanges en groupe de taille humaine, y compris avec des intervenants de renom. Alors je souhaite un plein succès à notre aventure collective. Et j'invite chacune d'entre vous à s'y engager pleinement, à venir dans les jours qui viennent, y compris en famille, ce week-end pour ce fabuleux salon du livre, pour assister aux projections si inspirantes du Festival Imagine, pour participer au Grand Débat La Croix, aux Semaines sociales de France, à la journée avec les dirigeants engagés et à toutes les autres animations, activités, conférences et colloques. C'est donc avec émotion, avec gratitude, avec fierté que je déclare ouverte la première biennale Ecopos. Osons l'éloge du futur. We have lost 50% of the planet's wildlife over the past 50 years. It's absolutely clear that the pursuit of economic growth means the destruction of the natural world. L'extinction de masse est le problème principal aujourd'hui. The hardest thing though is how do we get other people to realize that? Une fois qu'on s'est dit tout ça, par où on commence? Comprendre, c'est tout aussi important qu'agir. Sortir de cette bulle urbaine, voir ce qui se passe autre part et voir qu'en fait, il y a des solutions qui existent. Each wave brings in more and more plastic. It's almost a hopeless task. You take a shower every morning, and don't you think, oh, it's hopeless to take a shower every morning? Together, they've collected 9,000 tons of plastic in just 3 years. Il faut préserver la forêt, il faut augmenter l'hétérogénéité des paysages. 45 years ago, where we are right now was cattle pasture. 10,000 cattle were here in this area. Si on a un prédateur très gênant, on va pas essayer de mettre un produit, on va essayer d'amener le prédateur du prédateur. It shows us that we're capable of reversing the trend, bringing species back if we take the trouble to understand how they work. Parfois, il en suffit de quelques-uns seulement pour gagner les combats. Il faut réapprendre à faire de la place pour les autres formes de vie. We have to see ourselves as animals. If we disappeared tomorrow, do you think the ants would notice we were missing? No. No, but if the ants disappear, life as we know it would end. And so we really need these tiny creatures. We are feeling that we're separate from the rest of the natural world. Coupure brutale. Mesdames, Messieurs, chers amis, bienvenue. Ça y est, on y est. Ça fait plus de 2 ans que l'équipe d'Ecopos et le président recteur de l'Université catholique de Lille vient de nous le dire à l'instant. C'est un état d'esprit Ecopos. Ça fait plus de 2 ans que cette équipe travaille d'arrache-pied pour vous préparer un programme de folie qui démarre ce soir et jusqu'à dimanche 18h. On vous en redonnera les principaux rendez-vous. Et merci à l'équipe emmenée par Pierre Giorgini et Louis-Marie Clouet
Ils ont super bien bossé et on peut les applaudir. Merci à eux. Un temps fort avec cette biennale, mais aussi une démarche qui va durer tout au long des semaines et des mois jusqu'au prochain rendez-vous. Louise, tu peux venir? Louise. Alors, Louise, elle va nous rejoindre parce qu'en fait, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Il y a quelques minutes, elle est allée voir Cyril, qu'on va accueillir dans quelques instants, et elle lui a parlé de son film. Donc, je pense que c'est important de lui donner la parole. Viens. Voilà. On l'applaudit, Louise? Prends un siège. Bon, c'est pas prévu, hein? Tu as vu Animal? Oui. Alors? J'ai trouvé que ça dénonçait beaucoup la cruauté humaine environ sur la Terre, sur les animaux et sur l'environnement. La cruauté humaine, c'est un mot fort ça quand même, hein? Certaines personnes agissent consciemment sur l'environnement et d'autres inconsciemment. D'autres polluent sans le savoir, sans savoir le réchauffement climatique, mais il y en a, ils le savent et ils réagissent pas. Et toi, tu fais quoi? J'essaye de moins polluer. Comment? En recyclant, en essayant de prendre moins d'eau, moins de plastique. C'est déjà pas mal, hein? Où habites-tu? À Lambersart. C'est dans le Nord. Bienvenue Eva Sadoun et Cyril Dion, on vous accueille. Merci pour votre présence. Reste là encore quelques instants. Bienvenue. Je vous présente Louise. Et même qu'elle lui a dit, mais vraiment ça s'est passé il y a quelques minutes, hein, elle lui a dit, quand j'ai vu votre film... Et qu'il était super. Ouais. Et même que tu avais un peu pleuré. Ben ouais, mais il faut montrer ses émotions, c'est important. Reste avec, tu es OK pour rester quelques instants avec nous? Un grand merci pour votre présence. Eva Sadoun, en 2014, vous fondez votre entreprise à vous, mais pas qu'à vous, parce que c'est par définition un projet ouvert. Vous aviez 24 ans, donc du coup vous connaissez son âge. Et cette aventure est incroyable parce que vous avez fondé cette aventure économique, l'ITA, avec un principe simple mais tellement généreux de permettre aux citoyens d'investir directement dans des projets à portée sociétale, sociale, environnementale. Et puis ça s'est développé, vous êtes aujourd'hui présent un peu partout en Europe, plus de 50 collaborateurs. Elle marche bien, votre petite entreprise? Et une appli qui a été aussi créée, hein, enfin vous développez pas mal de choses, alors? Écoutez, on s'attelle à transformer la cruauté du monde de la finance, donc ça marche bien à l'échelle de ma boîte, à l'échelle du monde, pas encore suffisamment. Mais en tout cas, on essaye d'œuvrer effectivement à changer le système qui est davantage responsable que la consommation de ta famille ou même globalement de la population de l'île pour inverser effectivement ce système cruel sur lequel on est tributaire aujourd'hui, qui est le secteur financier, qui malheureusement ne choisit pas la version du monde qu'on va défendre ici, je pense, ce soir. Et tu vois, Louise, elle fait beaucoup, hein, parce qu'elle est engagée, c'est un beau mot, l'engagement, dans plein d'activités. Le mouvement des entrepreneurs sociaux, l'un de ses créateurs est de notre région, je crois qu'il est dans la salle, André Dupont, et puis, il est là quelque part, André, salut André, et puis plein d'autres activités dont on va parler avec elle. Cyril Dion, tu nous le présentes, dis-nous ce que tu sais de lui. Cyril Dion est le réalisateur du film Animal. C'est son troisième film. Il y a eu Demain, il y a eu Après-demain, et Animal, hein, qui a été sélectionné au Festival de Cannes en 2021. Mais pareil, alors son métier, c'est réalisateur, de faire des films, il écrit, il est un peu comme toi. Hein, tu écris des choses, toi? Parce qu'il a démarré vers 12-13 ans à écrire ce qu'il voyait, ce qu'il comprenait du monde. Et puis il a fait ses films, et tout ça le pousse aussi à s'engager dans des tas d'activités, des tas de mouvements. Il a été l'une des figures de proue, hein, des acteurs majeurs du mouvement qui organise les grandes marches pour le climat. Tu les as certainement vues à la télé, et puis tu as certainement
aussi eu envie d'y participer. Et on est ravis de vous accueillir tous les deux ce soir. Alors, premier exercice qu'on vous propose. Tu restes encore un peu avec nous? Ça te va ou tu es libre, hein? Tu peux rejoindre tes parents, hein, qui sont là. Hein, c'est sympa. Hein, on peut poser le micro 2 minutes. Hein. Premier exercice qu'on vous propose à tous les deux, c'est de nous partager votre propre éloge du futur. Osons l'éloge du futur. Quelques minutes à chacun de vous deux. Alors, je sais pas, on commence par... Oh! Il n'a pas encore parlé. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est Cyril qui démarre. Ce qui me paraît... Enfin, bonsoir tout le monde, d'ailleurs. Bonsoir. Ce qui me paraît d'abord fondamental, c'est de se dire qu'on a besoin d'imaginer un futur qui soit autre chose que ce qu'on a l'habitude de représenter, notamment dans les films, dans les livres, où la plupart du temps, c'est un futur absolument apocalyptique, dystopique, où il n'y a plus d'eau, une partie de la planète a été rayée de la carte à cause d'une catastrophe nucléaire, où il y a des extraterrestres. Et on voit que nos imaginaires sont extraordinairement atrophiés quand il s'agit de se dire mais à quoi le monde pourrait ressembler demain si on mettait déjà bout à bout une bonne partie des... Je ne sais pas s'il faut appeler ça des solutions, en tout cas des réponses qu'on a déjà à toutes les problématiques climatiques, sociales, même économiques ou financières. Et ce qui m'intéresse le plus, moi, ce qui m'enthousiasme le plus dans cette vision du futur, c'est de se dire qu'on pourrait passer d'une vision du monde où le but de nos existences, c'est de produire et de consommer pour faire de la croissance économique, à un monde où le but de nos existences, c'est de défendre et de perpétuer la vie sur cette planète, le monde vivant, et d'accepter que nous sommes des vivants parmi les vivants, c'est-à-dire que nous sommes des créatures à l'intérieur d'écosystèmes, que nous dépendons de ces écosystèmes, et que la meilleure façon d'assurer un futur désirable, c'est d'apprendre à cohabiter avec elles. Donc d'apprendre à cohabiter, c'est ce qu'on racontait un peu dans Animal, avec les loups, avec les ours, avec les oiseaux, avec les fourmis. Peut-être apprendre à dialoguer avec eux, c'est-à-dire, ça c'est ce que dit un philosophe qui s'appelle Baptiste Morisot, qui dit qu'il faut qu'on engage des relations diplomatiques avec les autres espèces, et j'adore cette perspective de se dire qu'on pourrait envoyer des émissaires pour pouvoir aller parler aux loups sur les territoires et dire bon alors comment on s'organise, vous vous mettez par là, nous on se met par là, ce qui pour le moment n'est pas exactement le cas, on y va plutôt avec des fusils. Qu'on imagine une économie qui participe à régénérer le monde vivant plutôt qu'à le détruire. Donc par exemple des pratiques agricoles comme celles que mènent des gens comme la ferme du Bec et Loin ou un garçon qui s'appelle Sébastien Blache qui a mis l'arbre à nouveau au cœur de ses fermes, où l'objectif c'est évidemment de produire pour pouvoir nourrir les gens, évidemment d'être rentable pour gagner un peu d'argent, enfin suffisamment pour vivre, mais en faisant ça, de faire revenir la biodiversité, de faire revenir les oiseaux, de faire revenir les pollinisateurs, de faire revenir les vers de terre, et donc que les humains, d'une certaine manière, jouent leur rôle dans cette partition qui est d'enrichir le monde vivant. Je vous donne un autre exemple de ce que le futur pourrait être dans nos villes, dans une ville comme Lille. Imaginons qu'on décide de réduire le nombre de voitures en circulation dans la ville, en se disant on peut organiser la mobilité d'une autre façon et être aussi mobile en ayant beaucoup moins de voitures. Moi, je rêve de villes où on a remplacé un certain nombre de places de parking par des arbres, par de l'agriculture urbaine, où les oiseaux seraient revenus, où un certain nombre de petits mammifères seraient revenus, où chaque immeuble serait en capacité de recueillir l'eau de pluie pour les usages non alimentaires, par exemple pour les toilettes, pour la vaisselle, et que cette eau puisse être épurée peut-être dans des bassins de phytoépuration avec des plantes au milieu de la ville, et puisse revenir dans le circuit, et qu'on soit dans une sorte d'autonomie comme ça, qu'il y ait beaucoup moins de bruit, beaucoup moins de fumée, une meilleure qualité de l'air, qu'on puisse se déplacer à peu près partout à pied et en vélo, qu'on puisse avoir de plus en plus d'immeubles partagés, où au lieu d'être chacun dans notre petit 2 pièces et de ne pas avoir la place finalement de recevoir des amis, on fasse comme dans un certain nombre d'endroits qui existent déjà, on partage des chambres d'amis, on partage des grandes salles au rez-de-chaussée pour faire des fêtes, on partage des vélos, on partage des salles pour faire du yoga, on partage des jardins potagers aux alentours de nos immeubles.
Je rêve aussi un peu d'un monde où ce qu'on mange est produit plus près de là où on habite. Donc qu'on puisse avoir des ceintures alimentaires autour des villes, avec des maraîchers, avec des arboriculteurs, avec des producteurs de céréales. Je rêve d'un monde où on produirait de l'énergie de façon beaucoup plus locale et plus mesurée, avec des énergies renouvelables. Je rêve aussi d'un monde où chacun pourrait choisir ce qu'il va faire dans la vie, si on n'est pas le couteau sous la gorge pour devoir aller travailler parce qu'en gros, il faut ramener un salaire à la fin du mois sans vraiment avoir le choix parce que de toute façon, il n'y a pas suffisamment de travail pour tout le monde, mais qu'on puisse, dès l'école, permettre à chaque enfant de découvrir qui il est, quels sont ses talents, comment il peut les exprimer dans une activité qui peut être utile au monde, et que le travail ne soit plus simplement ni une obligation productive, ni une obligation de survie pour simplement gagner de l'argent, mais un espace de contribution au monde où on puisse à la fois s'épanouir et à la fois résoudre un certain nombre des problèmes que nous avons. Et puis je rêve un peu d'un monde dans le futur où notre démocratie serait vraiment une démocratie. C'est-à-dire où nous participerions, chacun d'entre nous, à élaborer des décisions collectives pour l'intérêt général et où on sortirait de la situation actuelle où une grande partie des décisions publiques sont orientées par des intérêts privés, malheureusement, et où les grandes orientations que prennent nos sociétés sont parfois un peu incompréhensibles au regard de l'urgence qu'on vit, et notamment de l'urgence écologique. Voilà, quelques éléments en 5 minutes. Vos rêves, c'est en fait une transformation complète, 360 comme on dit dans les entreprises. C'est son étoile à lui. Et pour aller vers l'étoile, il faut faire des pas, l'un après l'autre, mais sans rien arrêter. Tu sens les choses là, ça se voit ce qu'il vient de dire, ses rêves à lui, tu les partages? Est-ce qu'il y en a un qui t'intéresse plus qu'un autre dans ce qu'il a dit? Remettre des arbres dans la ville, réduire les voitures, ça c'est un peu mon rêve. Alors ça commence à se faire dans pas mal de villes, dont cette ville ici à Lille, à 50 km d'ici, il y a une ville, Gand, 0 voiture aujourd'hui. Ils ont pris la décision, par exemple. Tu vois, ça peut se faire si on le décide. Votre éloge du futur, Eva Sadoun. Alors, je ne sais pas si tu as vu, Cyril, mais c'était un peu ton mariage. Il y avait derrière des diapos de toi, de ton passé, ta vie et tout. Attendez ce qui va vous arriver. Avec le Je rêve d'un monde et tout, c'était waouh, magnifique. Pardon, moi je fais des blagues, du coup, quand je suis nerveuse, c'est un autre style. Écoutez, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et franchement, je rêve de tout ce qui a été dit, dans le sens où je milite chaque jour à ce que l'économie, elle ressemble à ce qui vient d'être dit. Mais j'aimerais axer sur la chose par un autre angle. Parce que ce que je désole souvent, c'est qu'on parle de carbone, c'est qu'on parle, on parle de biodiversité, on parle de problèmes, on parle de voitures, on parle d'avions, etc. Et pas suffisamment du système de domination qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Et la raison pour laquelle ça bouge si peu, c'est pas parce qu'on n'a pas les solutions, c'est pas parce que les décideurs ne pensent pas qu'effectivement il y a trop de carbone dans l'atmosphère, qu'il faut réduire, que le réchauffement existe, etc. C'est que très peu ont envie de questionner réellement ce système de domination que l'homme, pas avec un grand H, avec un petit h, exerce sur les femmes, sur la nature, de manière délibérée, consciente, depuis trop longtemps maintenant. Et pour moi, c'est ce système qu'il faut abolir, parce que ça se décline... Vous êtes là, mesdames, ce soir. Parce qu'en fait, ce système, il se décline partout. C'est-à-dire que moi, dans tout ce que j'entreprends aujourd'hui, donc voyons typiquement le secteur financier. Aujourd'hui, le système financier, c'est un système de reproduction un petit peu aussi de la période coloniale. C'est un moyen aussi d'entretenir des dominations. C'est un moyen aussi de sélectionner ce qui vaut, ce qui doit exister, ce qui ne doit pas exister. C'est le système qui entretient en fait aussi cette hiérarchie entre certaines économies qui devraient être développées et d'autres qui ne devraient pas l'être. Par exemple, je suis obligée de ramener un exemple concret, le projet qui a été magnifiquement aussi porté par Camille et des activistes ougandaises pour arrêter ce tuyau de pétrole en Ouganda. C'est l'exemple typique
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vous disent ça va développer l'économie locale parce que c'est leur vision de l'économie extractiviste. C'est celle-là parce que notre économie européenne vaut mieux que l'économie des pays du Sud qui est basée sur l'agriculture et la biodiversité. Et c'est en fait systématiquement ce monde-là qui a pris une taille tellement importante qu'aujourd'hui, il l'entretient et il nous rend incapables en fait, de sortir de ce modèle. Le modèle dominant, il se voit aussi dans la manière dont les politiques économiques sont décidées, dans l'abolition de la démocratie. La raison pour laquelle j'ai repris le merveilleux mouvement d'André Dupont, c'est parce que je voulais représenter les entreprises écologiques et sociales, mais pas que. C'est parce que j'en avais marre de voir que des politiques économiques étaient mises en place, étaient décidées par une poignée de gens qui ne représentaient même pas l'économie et qui avaient décidé que c'était ce modèle qu'il fallait entretenir. Et c'est pareil, c'est une domination en fait finalement d'une poignée de personnes sur les politiques économiques, en créant tout un symbole autour de l'économie, en le déconnectant des individus, en laissant du coup en considérant que l'économie locale, que les PME, que le travail des individus, de toutes ces personnes qui ont subi, alors dans cette région-là, c'est très parlant, notamment la délocalisation de ces dernières années, c'était une bonne décision économique. Qui a décidé ça? C'est 2 millions d'emplois qui ont été perdus depuis la fin des années 80 à cause de la colonisation. Et on nous rabâche le fait que l'économie dite libérale, c'est celle-ci qui est efficace, c'est celle-ci qui est au service des gens, et c'est celle-ci qu'il faut préserver. Donc, en fait, voilà, ce système de domination qui vise à laisser les décisions dans les mains de quelques-uns et qui vise à exercer une pression violente sur les individus, sur les femmes, sur la nature, c'est ça qu'il faut abolir. Mais ça nécessite effectivement de parler de choses dont on n'ose pas parler aujourd'hui. Aujourd'hui, le fait que les décisions sont dans les mains de certains dominants et qu'à un moment, il va falloir aussi reprendre la place dans ces organisations pour être capable de repenser ce futur. Donc moi, l'éloge du futur, mon futur demain, c'est un futur dans lequel les décideurs déjà sont mêlés dans la société, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une place des décideurs qui prennent les décisions pour l'ensemble de l'économie. Ces décisions sont prises de manière collective. C'est une économie qui effectivement a des indicateurs qui ne sont pas les indicateurs de l'amélioration de la profitabilité de quelques-uns, mais davantage basés sur le bien-être ou même sur la richesse partagée. Même avant de parler d'économie du bien-être, il faut déjà parler d'économie de la richesse partagée. Parce que moi, personnellement, le PIB, je pense que 80% des gens ici ne le sentent pas, ne sentent pas que la croissance les aide réellement. Donc déjà, effectivement, que cette richesse soit mieux partagée. Mais c'est aussi un système qui s'intéresse à la violence. Et à la violence aujourd'hui qui est exercée entre les hommes et les femmes, entre effectivement les pays dits occidentaux, dits développés, et les pays du Sud. Parce que remettre en question cette boussole-là, c'est ne plus autoriser la violence dans l'économie. Si on n'autorise plus une violence sociale, finalement, elle ne se reproduit pas dans les systèmes. Et je pense que ces choses doivent être mêlées et qu'on doit avoir cette discussion-là aussi pour être capable de repenser ce monde désirable et ne pas s'intéresser qu'à quelques petits indicateurs, qu'à la décarbonation, qu'à machin, mais à vraiment la redéfinition de ce nouveau système. Voilà. Votre futur passera par la collégialité, avec un grand C, la co-construction. Il faut réinventer les modèles quand même, là, parce que ce n'est pas juste une évolution que vous nous proposez là, c'est une transformation complète. Alors, restons quelques secondes, j'ai 2-3 questions à vous poser, mais rapidement et ouvertes à vous deux. En face de vos propositions, il y a une réalité d'urgence de transformation. Et donc, est-ce qu'on peut encore prendre le temps d'instaurer de la démocratie participative, de la co-construction, de la vraie citoyenneté face à l'urgence de la situation de notre monde? Qui me répond? On pourrait retourner la question. Est-ce qu'on peut se permettre de ne pas le faire? Là, en l'occurrence, moi j'ai été partie prenante d'un processus qui s'est appelé la Convention citoyenne pour le climat. On a pris le temps, avec 150 personnes tirées au sort, de faire une sorte de diagnostic commun de la situation. Et à partir de ce diagnostic commun, de formuler des propositions qui sont potentiellement acceptables par la société française.
ce temps a été pris et les propositions qui ont été faites par les 150 allaient globalement plus loin que ce que tous les gouvernements ont proposé ces 30 dernières années. Ça répondait à une commande du gouvernement qui lui-même voulait tenir les objectifs climatiques qu'il s'était donnés dans le cadre de l'accord de Paris. Et sur ces entrefaites, d'une part, le président de la République n'a pas tenu son engagement de transmettre les propositions sans filtre au Parlement ou au référendum, et de l'autre, un grand nombre de ces propositions ont été affaiblies, détricotées, amoindries par des lobbies économiques, par des secteurs de l'économie qui, je peux le comprendre, hein, ont tout fait pour que certaines mesures ne soient pas prises parce qu'en termes de compétitivité, c'était désagréable pour eux. Moi, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on a le temps de continuer à jouer à ce petit jeu-là? Est-ce qu'on a le temps de continuer à jouer à avoir des entreprises qui engagent des cabinets d'influence pour écrire des amendements clés en main, pour aller toute la journée parler avec des parlementaires français ou européens, pour orienter des décisions politiques? Est-ce qu'on a le temps de continuer à avoir des grandes multinationales? Ça a été malheureusement largement documenté dans le secteur du pétrole, avec Total, avec BP, avec Exxon. Ça a été documenté dans la chimie. Peut-être que vous avez vu ce film formidable qui s'appelle Dark Waters de Todd Haynes, avec Marc Ruffalo sur le téflon. Ça a été le cas pour l'industrie du tabac, ça a été le cas pour l'industrie agroalimentaire. Est-ce qu'on a le temps de continuer à laisser ces entreprises dépenser des milliards pour produire des études contradictoires et pour, d'une certaine manière, entraver un certain nombre de décisions politiques qui ont besoin d'être prises pour que toute la société accélère? Est-ce qu'on a le temps de faire ça? Et il faut un choc. Il faut un choc. Je vais un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire que si on continue comme ça, c'est-à-dire que si on continue finalement à être dans une forme de démocratie dégradée, et c'est pas moi qui le dis, on a fait 3 documentaires là qui vont sortir sur Arte, enfin qui vont passer sur Arte le 15 novembre, qui s'appelle Un monde nouveau avec Thierry Robert, et on a été interviewé une femme qui s'appelle Hélène Landemore, qui est une spécialiste de la démocratie, qui enseigne à Yale, qui a écrit nombre de livres, qui est PhD, enfin qui est bon. Et je lui disais, mais pourquoi est-ce que nos démocraties sont si faibles pour répondre à l'enjeu climatique? Et elle me disait, mais parce que d'une certaine manière, ce ne sont pas des démocraties abouties. On est bien d'accord que ce sont plus des démocraties, parce que quand on dit ça, on dit toujours, ah bah t'as qu'à aller vivre en Iran, en Russie, au Venezuela. Soit, ce sont des démocraties plus abouties que l'Iran, ou la Russie, ou le Venezuela, mais ce ne sont pas des démocraties abouties au sens où le démos, le peuple, n'a pas le dernier mot. La participation. Et si on continue à être dans ces formes de démocratie dégradée, où le peuple a finalement assez peu de pouvoir, où on continue à avoir une porosité très importante entre des élus et des responsables économiques qui organisent une forme d'inertie, on va laisser la situation se dégrader de plus en plus. Et au moment où elle sera très dégradée, là, il faudra prendre des mesures de façon autoritaire. Et là, on dira, ah bah oui, la dictature écologique, etc. Alors, comme ça s'est passé pour le Covid, où on a attendu le dernier moment, la catastrophe. Là, il fallait prendre des mesures. Et là, on a crié aux mesures liberticides. Mais pourquoi? Parce qu'on n'était pas prêt. Parce que les gouvernements successifs n'avaient pas écouté les alertes d'un certain nombre de scientifiques qui disaient on est face à un syndrome grippal qui pourrait dégénérer en pandémie. Donc il faut se préparer. Alors, regardons le bouquin d'Agnès Buzyn qui est sorti aujourd'hui. Oui, Eva? Deux choses. La première, c'est pour poursuivre sur cet exemple très intéressant du Covid, il y a notamment le World Economic Forum qui a sorti un rapport pour analyser la manière dont les dirigeants du monde ont géré cette situation et des résultats auxquels ça avait mené. Donc typiquement, sur l'exemple du Covid, on se dit on n'a pas le temps de faire de la concertation, il faut aller très vite. Déjà, il faut déjà voir le problème vite. Le problème de nos démocraties, c'est qu'elles ne veulent pas voir ce problème vite. Donc déjà, on pourrait gagner du temps à adresser les problèmes quand on les voit, quand les scientifiques effectivement nous informent. Ensuite, prenons l'exemple notamment de Jacinda Ardern et également la première ministre finlandaise qui, dès l'arrivée du vaccin, l'arrivée du virus en Chine, ont tout de suite organisé une concertation avec les différentes parties prenantes de la société, sociale, économique, etc., des médecins, pour pouvoir effectivement prendre une décision collégiale, dire qu'est-ce qu'on fait maintenant. La décision, ça a été de fermer le pays très tôt, beaucoup plus tôt que la plupart des démocraties occidentales.
Et je crois qu'ils ont eu à peu près 5 cas, 5 décès. En fait. Donc finalement, je pense qu'on remet souvent la faute sur le temps en disant la concertation, ça prend du temps, etc. Mais finalement, quand c'est bien fait et quand on affronte les problèmes, ça peut aller beaucoup plus vite. Et surtout, et au-delà de ça, je vais même aller moins loin, je pense que les organes existent déjà. C'est-à-dire, là aujourd'hui, on voit la manière dont même juste l'Assemblée nationale aujourd'hui fonctionne. C'est à vomir. J'ai jamais vu un aussi beau débat parlementaire. Pardon, mais il faut dire les choses un moment. J'ai jamais vu un aussi beau débat parlementaire que depuis le début du projet de loi de finances qui est discuté à l'Assemblée. Vraiment, ça faisait du bien. Ça faisait hyper longtemps qu'on n'avait pas entendu les différents groupes parlementaires discuter, notamment sur les enjeux de transition sociale, écologique, et puis même globalement sur les décisions du budget de l'État. Hein. Le projet de loi de finances, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est l'endroit dans lequel on vote le budget de l'État chaque année. Et c'est là qu'on peut prendre des grandes décisions pour le pays. Il y a eu un magnifique débat parlementaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a eu des choses effectivement qui sont passées, des alliances intra-groupes qui sont faits. Donc incroyable, l'exercice de la démocratie dans une institution qui fonctionne déjà à l'Assemblée nationale, et puis maintenant 49.3. Donc on a tout arrêté. Donc si on annule en même temps les espaces de démocratie, on peut pas se plaindre aujourd'hui effectivement de l'état de la démocratie. Encore une petite question, enfin non, une grosse question, mais on y répond rapidement. Réparer le monde et le transformer, ça va coûter cher. Alors, il y a les 1000 milliards de l'Europe, il y a le plan de relance ici, les territoires qui investissent. Cette région, par exemple, elle passe au crible de REF 3 ses décisions d'investissement. Les entreprises qui engagent également des investissements. Comment vous voyez les choses? Parce que la facture est salée, quoi. Est-ce qu'on va être à la hauteur? Mais là encore, c'est une vue de l'esprit. C'est-à-dire que la plupart des experts disent aujourd'hui que le coût de l'inaction est de toute façon bien plus élevé que le coût de l'action. Il y a déjà des assureurs qui disent à plus 3, plus 4 degrés, c'est un monde inassurable. Ce sont des sommes absolument colossales et il est impossible qu'on puisse continuer à fournir les prestations qu'on a aujourd'hui. Parallèlement à ça, si vous regardez le dernier rapport du GIEC, le 3e volet du 6e rapport, là aussi, les experts qui se sont penchés sur la question sont très clairs. Ils disent « l'argent existe, l'argent est là ». En revanche, on a besoin de réorienter les flux financiers. C'est-à-dire qu'on a besoin de réorienter des flux qui, pour le moment, continuent à alimenter une partie de l'économie qui réchauffe le climat, détruit les écosystèmes, pour, de façon drastique et radicale, irriguer la partie de l'économie qui est capable de le régénérer. Ok, très vite. Très vite, parce que c'est quand même mon sujet d'expertise là. Aujourd'hui, l'argent existe, il est juste mal fléché. Si vous saviez les sommes chaque jour qui sont investies dans des pseudo-projets de plateformes dont les sommes astronomiques levées ne servent qu'à 70% à investir sur du marketing digital, etc., vous seriez quand même très surpris par le fait que l'argent aujourd'hui pourrait être redirigé vers des choses qui ont beaucoup plus de sens, et sur le fait que les économies qui sont les plus vertueuses sont les économies les plus sobres financièrement. Elles ont besoin d'argent et on a besoin de rediriger effectivement l'argent massivement vers ces économies qui sont plus sobres, qui sont plus écologiques, qui sont plus sociales, mais elles coûtent moins d'argent. Donc ce serait même meilleur pour les dépenses publiques, entre guillemets, de flécher les investissements vers cette économie durable. Et on a compris qui est très bellement incarnée d'ailleurs par Vitamine T ici. Ouais. Et oui, et on a compris dans ce que vous avez dit que le PIB, définitivement, n'était plus le bon indicateur pour mesurer tout ça. T'en penses quoi? Du PIB? Je savais pas ce que j'en pensais il y a encore 2 ans, donc tu peux dire ce que tu veux. Dans les rêves d'Eva, j'étais d'accord avec elle sur qu'il fallait redistribuer l'argent. Parce que moi, ça me fait de la peine de voir des personnes sans abri dans la rue, alors qu'il y a des personnes qui sont dans de grands palaces et qui ne savent pas quoi faire de leur argent. C'est simple, mais c'est tellement vrai. Voilà. Alors, vous êtes convergents tous les deux pour dire qu'il y a, que la transformation doit être systémique, que c'est le système et tous les points d'entrée du système que l'on doit changer. Et parallèlement, il y a l'action du bout de la rue, l'action des territoires. On a interrogé nos 4 territoires ici, alors la ville, la métropole, on est métropole européenne, le département du Nord où on est, la région. Vous écoutez leurs élus et je vous demanderai votre commentaire.
Oser l'éloge du futur, c'est évidemment déjà se donner un futur, ne pas ruminer le passé, ne pas forcément stagner dans le présent, se donner un futur et bien sûr rendre ce futur désirable pour toute une population, quelles que soient les générations, quelles que soient les catégories, quelles que soient les envies des uns et des autres. Se donner un futur désirable, c'est ce qui anime cette équipe municipale qui veille évidemment à la qualité de la vie quotidienne à travers nos services publics locaux par exemple, mais qui choisit aussi de préparer l'avenir de cette ville et de ce territoire. Un avenir que nous souhaitons le plus agréable pour tous, qui tienne compte évidemment des enjeux de la transition écologique, mais qui n'oublie jamais les enjeux de la justice sociale. Un avenir que nous partageons avec les Lillois, mais que nous associons aussi ces Lillois à la préparation de l'avenir, car l'avenir n'est concevable qu'ensemble, et j'espère que cette biennale sera pour tous inspirante et riche d'échanges. Je pourrais vous parler d'aménagement, d'habitat, de ressources en eau, de sobriété énergétique, tant la MEL a de compétences qui impactent le quotidien. J'ai décidé de vous parler aujourd'hui de ma préoccupation majeure, la mobilité. D'ici 2035, la MEL va gagner 115 000 habitants et près de 100 000 emplois. Pour absorber les nouveaux flux, il faut proposer des alternatives plus modernes et plus décarbonées. Un défi partagé par toutes les métropoles du monde. La MEL a donc adapté un plan de 2 milliards d'euros afin de créer 50 km de nouvelles lignes de tramway et 25 km de bus à haut niveau de service. 1 milliard d'euros va être également investi sur 8 ans afin de permettre le renouvellement de nos bus, de nos tramways et de nos métros pour davantage de confort et de modernité. Le futur, c'est aussi une politique cyclable forte et ambitieuse. Nous investissons plus de 100 millions d'euros pour aménager 450 km de pistes cyclables d'ici 2026 pour l'usage du vélo au quotidien. Crise, précarité, fragilité, dépendance, exclusion sont au cœur de nos actions quotidiennes. Mais comment y faire face sans anticiper le futur? Un futur durable et surtout inclusif. Nous nous sommes engagés pour les 6 prochaines années à remettre les allocataires du RSA à l'emploi, à nouer des partenariats pour développer les actions innovantes et utiles à nos bénéficiaires, à soutenir la vie à domicile, à lutter contre la crise des vocations dans les métiers du social, à contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Le futur, pour nous, sera collectif, impérativement. Mes préoccupations pour le futur, c'est de réussir les transformations. Transformation économique, la transformation écologique, la transformation sociale. La région des Hauts-de-France est une région qui innove depuis bien longtemps et elle continue à le faire avec REV 3, qui est ce mariage entre l'économie, l'écologie, le social. C'est vrai avec nos grandes infrastructures, le canal Seine-Nord-Europe par exemple, c'est vrai avec les usines de batteries électriques pour préparer la transition de l'industrie automobile. Mais la région des Hauts-de-France est une région qui veut continuer encore et encore à attirer. De faire en sorte pour celles et ceux qui ont 20 ans, c'est que dans 20 ans, ils aient décidé de s'établir dans la région des Hauts-de-France. Et que pour ceux qui naissent aujourd'hui, dans 20 ans, ils puissent se dire c'est dans cette région-là que je veux vivre. C'est dans cette région-là que je veux fonder ma famille, que je veux justement pouvoir travailler. Vous l'avez compris, cet éloge du futur, moi j'y participe, j'y crois, parce que je crois au progrès, mais je sais une chose, c'est que toutes ces mutations, ces transformations, elles doivent avoir en leur cœur l'éthique, elles doivent se faire à hauteur d'hommes et de femmes, parce qu'on ne peut pas permettre que ces transitions, ces transformations, ces mutations soient génératrices de fractures. Et d'ici là, on aura eu beaucoup à faire pour réduire ces fractures et faire en sorte qu'on ait à nouveau envie de vivre en commun dans les Hauts-de-France. Tu habites à Lambersart? Oui. Tu aimes bien ta région? Oui. Qu'est-ce que tu aimes dans la région par rapport à d'autres que tu connais certainement? Je trouve qu'il y a beaucoup de forêts ici. Ah, on est la région la moins forestière de France. 7% du territoire contre une moyenne de 13%. Mais c'est bien, c'est que tu les reconnais, les forêts. C'est vrai qu'on a des belles forêts. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'activités ici concernant le climat qu'il n'y aurait pas, par exemple, en Alsace. Alors, salut les Alsaciens. Monsieur Schmitt, salut. D'accord. T'aimes pas l'Alsace? Si, j'y ai habité 10 ans. Ah, donc tu peux comparer. Bon, ils ont tous des feuilles de route, là. Je sais pas, vous avez un commentaire, c'est ça qu'il faut faire, ça suffit.
Comment T'étais pas prêt à commenter la politique départementale de en deux mots, en deux mots. Moi, j'étais prête. Non, je plaisante pas du tout. Alors déjà, bon, c'est toujours mon œil relou. Excusez-moi, je vais encore vous faire chier avec ça. Mais une adjointe et tous les présidents de département, c'était des mecs. J'en peux plus. J'en peux plus. Voilà. Elle est là, elle est là. Ceci a... Voilà, bon bah ouais. Et bah, thanks God, ça avance, ça avance. Ensuite, sur la politique, je ne vais pas effectivement particulièrement parler de leur politique. C'était une présentation assez synthétique, etc. Ce qui est certain, c'est que moi, il y a un sujet qui m'obsède en ce moment, enfin, tranquille, mais quand même. C'est notamment le sujet de l'immobilier. Et je trouve, et pour en parler avec énormément de dirigeants, notamment de la Caisse des dépôts, d'autres structures, et à Bercy, etc., sur qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on a un secteur immobilier qui est 50% de l'intensité énergétique de notre pays, avec des personnes qui vivent encore dans une précarité énergétique pas possible. Je sais qu'ici, vous avez un problème particulier aussi sur la précarité énergétique. Comment on s'en sort, en fait? Et comment on peut aujourd'hui demander aux gens de baisser leur chauffage à 19 degrés quand on n'est pas capable d'isoler leurs appartements suffisamment, en fait. Oui, en fait, bien sûr que l'objectif de la sobriété, c'est d'amener tout le monde à ne pas avoir besoin de plus de 19 degrés de chauffage. Mais il faudrait déjà avoir des plans de rénovation énergétique qui sont suffisamment conséquents. Donc, effectivement, je trouve que c'est effectivement la première mesure à mettre en place, sans commune mesure, parce que la question du logement, c'est derrière ce qui vous permet dans la société d'être... C'est un alignement parfait entre les questions sociales et les questions climatiques. C'est juste le fondamental, la base. Cyril, je vous avoue, je vous taquine un peu, mais je vous avoue que j'ai eu un peu l'impression de voir des clips de campagne électorale. C'était leur programme, hein. On est d'accord. Mais de temps en temps, en fait, moi, j'adorerais, et je suis sûr qu'il y en a, et ça se trouve parmi les personnes qui ont témoigné, elles le font parfois, mais avoir des élus qui puissent dire « Ok, on n'a pas toutes les réponses. C'est la merde. En fait, on ne sait pas exactement comment on va y arriver, parce que, en réalité, personne ne sait exactement comment on va y arriver. On a besoin d'une sorte de mobilisation générale sur le territoire, parce qu'il faut qu'on s'adapte aux conséquences du changement climatique dès maintenant. C'est-à-dire qu'on a besoin de regarder comment on sécurise l'approvisionnement alimentaire, comment on sécurise l'approvisionnement en eau, comment on produit de l'énergie, comme je le disais tout à l'heure, comment on relocalise une partie de notre économie pour qu'elle soit moins fragile et moins sujette à des secousses énormes comme les délocalisations. Comment est-ce qu'on se prépare dans les villes à subir des canicules, des phénomènes extrêmes type orage extrêmement violent où les réseaux sont parfois débordés parce qu'il y a trop d'eau qui tombe d'un coup? Comment est-ce qu'on va... justement, replanter des arbres pour faire baisser la température? Comment est-ce qu'on va débitumer à des endroits? Quelle est notre vision du développement? C'est-à-dire, est-ce qu'on est encore dans une vision du développement? Et malheureusement, c'est encore le cas dans beaucoup de territoires où on continue à faire des zones commerciales à l'extérieur avec des grands hangars et des parkings et des contournements autoroutiers. Ou est-ce qu'on commence à réfléchir à une vision du développement qui repose sur d'autres éléments? Qui repose sur justement la préservation des écosystèmes, sur une répartition beaucoup plus importante des richesses, sur effectivement de la mobilité douce, et ça c'est très bien d'en faire, sur la rénovation thermique des bâtiments, sur les besoins essentiels finalement, sur se dire on fait déjà ça et on essaye de mettre de côté les activités économiques, ou en tout cas d'arrêter de les subventionner, qui sont les plus destructrices de nos écosystèmes. Il n'y a pas beaucoup d'élus qui disent ça, et du coup, quand je vois un peu ces clips, je trouve que ça nous met aussi dans une forme de passivité. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, bah, ils ont l'air de gérer, écoute, ils ont un programme, là, ils font leur truc. On verra, alors, on revotera dans 5 ans, quoi. Ils font le boulot. Ouais. Ouais. Et à la fois, je sais que c'est pas si simple. Hein. Je sais que les élus qui essayent d'impliquer la population, parfois, c'est compliqué aussi. Bien sûr. Alors, cette première partie va nous emmener jusqu'à 20h25, 20h30. On observera ensuite une courte pause dans la salle, je vous préviens déjà, hein, puisqu'à 20h45, deuxième partie incroyable avec le ciné-concert, et c'est Frédéric Bedos qui vous présentera cette deuxième partie.
Et là, c'est l'Université catholique de Lille qui a lancé l'idée d'Ecopos, qui s'est très vite élargie à des tas d'autres acteurs. Donc il est temps d'accueillir des étudiants maintenant qui vont vous passer à la question. 6 étudiants qui vont nous rejoindre. Bienvenue à Nina, Léa, Linda, Julien, Bérénice, Elisa. Venez, venez. Bienvenue. Et on va passer le quart d'heure qui va venir avec eux. Alors, on va se mettre là comme ça. On va se mettre là autour de la table. On va se débrouiller. Bienvenue à vous. Alors, ils sont engagés dans la préparation et l'animation d'Ecopos. Alors, pour le coup, le panel, au niveau des femmes, non, on l'a fait pour vous. Ok, non, ça va. Vous voulez un petit bonbon, une petite image? C'est normal, vous voyez, en fait, c'est ce qui se passe. Non, mais pardon, sans vouloir la ramener encore. C'est ce qui se passe, c'est qu'en fait, pour l'instant, ça va. 60% des femmes en école de commerce, dans les écoles d'ingénieurs, ça augmente chaque jour, etc. C'est ensuite. Il faut garder le... Voilà, il faut que les espaces soient prêts pour les femmes aussi, disponibles. Alors, on va passer un quart d'heure avec vous et échanger avec nos 2 invités et poser vos questions. Et ensuite, on aura le plaisir d'accueillir une chef d'entreprise engagée, la présidente directrice générale de Dalkia. On va commencer avec Bérénice et Elisa. Alors, Bérénice et Elisa sont étudiantes en 2e année de master à l'IJTM, c'est l'école de journalisme. Et elles sont en alternance dans l'équipe d'Ecopos, donc biberonnées à Ecopos depuis 2 ans. Et elles font des tas de reportages qui sont exposés sur le site. Il est super le site, il faut aller le voir, parce qu'il n'y a pas que le programme d'Ecopos et de la Biennale. Il y a des tas d'articles, des vidéos qu'elles font, des tas de contenus, dont les vôtres, qu'on a sourcés et qu'on a mis sur la plateforme. Et vous avez réalisé il y a quelques jours un micro-trottoir, comme on dit, et comme on pratique dans les JT, où vous êtes allé interroger des collègues étudiants pour leur demander « Toi, comment tu vois le futur ?» Leur réponse. Urgence. Évolution, je dirais. Je pense que c'est angoisse. Compliqué. Choix. Parce que tout va dépendre de nos choix. La sécurité alimentaire. C'est au niveau politique et au niveau gouvernemental. L'urgence, et on est tous conscients de ça, je pense que c'est l'énergie. Je pense que c'est le réchauffement climatique. Moi, pas grand-chose en vrai, je fais des petits gestes du quotidien, je pense que ça aide à mon échelle, on va dire. Je suis adhérente à Amnesty. J'aide toutes les semaines les personnes qui sont en situation précaire. J'avoue optimiste parce que la société avance, les technologies avancent, du coup même les idées avancent. Mais en même temps, vu ce qui se passe, on avance, mais on avance, je trouve, dans le mauvais sens un peu. Plutôt optimiste, dans le sens où il y a toujours eu des complications et on a toujours su les remonter. Je reste optimiste pour la génération qui arrive parce qu'on est conscient de ce qui se passe et puis je pense qu'on a toutes les ressources pour pouvoir changer les choses. Ce sont des étudiants et à noter un réseau d'assauts étudiantes très important au sein de l'université. Qu'est-ce qui vous a frappé dans cette parole que vous avez collectée Pourquoi vous avez rangé le micro? Voilà, allez-y. Du coup, on a vraiment entendu des mots forts pendant ce micro-trottoir, mais ce qui nous a surtout surpris, c'est l'optimisme des jeunes face à l'avenir et le fait qu'ils pensent qu'il y aura toujours une solution à tous les problèmes. Et donc parmi ces solutions qui sont très souvent ressorties, c'était les avancées technologiques, les avancées scientifiques et le progrès de manière générale. Et donc c'est à ce moment-là qu'on s'est demandé si on pouvait vous poser cette question. Est-ce que vous pensez vraiment que la technologie peut sauver le monde? Le digital sauvera-t-il le monde? Alors. C'est vrai, on met à chaque fois une couche de digital sur les projets et la vie semble meilleure. C'est une bonne question et ma réponse ne va pas vous aider. Je fais partie de ceux qui ne s'identifient pas sur cette question-là, dans la mesure où, par contre, le constat qui est certain, c'est que la progression du PIB actuel, donc de 3% par an, ne nous permettra jamais en fait, de trouver les innovations qui permettrait de maintenir ce niveau-là. C'est-à-dire que si on veut maintenir une croissance du PIB à 3% par an
Et en parallèle, avoir un scénario de réchauffement à 1,5 degré, qui est quand même un scénario de réchauffement dans lequel on va vivre quand même des conséquences climatiques, il faut quand même toujours le rappeler, hein, notamment les conséquences de ces 20 prochaines années, elles sont déjà décidées d'avance. Maintenant, on essaie de préparer l'après 20 ans. Eh bien, ça nécessiterait de faire à peu près 8% d'innovation supplémentaire par an et 5% d'efficacité énergétique de ce PIB. Aujourd'hui, 5% d'efficacité énergétique en plus, hein, c'est l'équivalent d'une année de Covid. Donc en fait, c'est juste pas possible. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas trouver de l'innovation dans la mesure où en plus, les innovations faciles en matière d'efficacité énergétique, on les a déjà testées pour des questions de prix. Parce que, donc ça va être que des innovations, des technologies très avancées qui vont nous permettre effectivement de transférer une partie de notre économie vers une économie moins carbonée, etc. C'est certain qu'il y a une partie de l'innovation qui va nous servir. Maintenant, ça ne va pas nous épargner d'un scénario dont on n'arrive toujours pas à parler. Et même quand on a entendu le discours d'Emmanuel Macron lors de la biennale de la BPI, la Banque publique d'investissement, il a dit la sobriété, c'est des coûts cachés. C'est facile. Non, la sobriété, c'est pas facile. C'est une redéfinition notamment effectivement notre système de production et ça nécessite effectivement une décroissance de la production. Donc c'est un scénario auquel j'adhère, hein, qui est un scénario dans lequel on trouve de l'innovation, on crée des nouveaux modèles. Il y a l'innovation technologique, mais ça va avec effectivement la décroissance globale de notre système productif. Vous voulez répondre aussi? Oui, allez-y. Ouais. Ah non, parce qu'ils ont plein de questions. Hein. Alors des réponses courtes, s'il vous plaît. On mangera à minuit, ça va, non? Hyper rapidement, on a besoin de technologie, on a besoin d'innovation, soit. Mais même là encore, le GIEC, dans son dernier rapport, dit il n'y a pas aujourd'hui de technologie miracle, il n'y a pas de technologie suffisamment mûre pour qu'on compte dessus, pour que ça nous sauve. Et l'autre chose, c'est que c'est un peu un travers des humains de se dire on va inventer une technologie et ça va résoudre tous nos problèmes. C'est un peu comme on va avoir une application et grâce à cette application, ça va résoudre tous nos problèmes. C'est oublier en fait un peu que, comme je le disais tout à l'heure, on est des êtres vivants qui faisons partie d'écosystèmes plus vastes et que la réponse, elle est dans trouver un équilibre entre ces différents systèmes vivants. Et cet équilibre-là, il passe aussi par se calmer un peu, quoi, se détendre un peu. C'est-à-dire qu'on a besoin de consommer moins de matière, de consommer moins d'énergie, et en revanche, de faire croître notre connaissance du monde vivant, notre capacité à coopérer avec lui, à s'en inspirer. Mais ça, c'est pas forcément que de la technologie, c'est de la technologie cognitive et de la science, là, pour le coup, oui. Nina Burgi est étudiante ingénieure à l'ICAM. Vous préparez quelle filière? C'est une école généraliste, donc généraliste. Je ne me mouille pas. Et vos envies, c'est l'énergie principalement. L'énergie. Une première question? Oui, une première question. Du coup, je suis en 3e année et je voulais savoir, selon vous, est-ce que c'est plus intéressant de rentrer dans les grandes entreprises et essayer de faire bouger les choses de l'intérieur, avant que ce soit trop tard, ou alors de faire un virage à 90 degrés et d'investir dans, je ne sais pas, des écolieux ou des choses comme ça? Vos bons conseils. J'ai fait ce chemin, je pense qu'il n'y a rien de mieux que l'expérience. Hein. J'ai fait ce chemin, je suis allée dans une grande banque. Et votre formation, c'était quoi? Moi, j'ai fait de la finance de marché, de la finance d'entreprise, de la philo et des maths. D'accord. Voilà, donc je suis constamment en schizophrénie. Hein. D'ailleurs, si vous connaissez un petit peu, je pense que vous pouvez le constater. Parce que... et cette schizophrénie, c'est la même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système, il est quand même dans les grandes entreprises. Et qu'on le veuille ou non, ou ce qui se passe quelque chose d'incroyable, un cataclysme du secteur financier qui ne serait pas soutenu par les États, etc., ces entreprises, elles existent. Et à côté de ça, on a besoin d'investiguer des nouvelles, effectivement, formes d'économie alternatives pour donner la capacité à des personnes de pouvoir, du coup, s'extraire du monde économique traditionnel en allant vers des solutions et montrer aussi que ces solutions, elles existent. Mais ça sert aussi à inspirer les mammouths. Et quand, en fait, toutes les ONG, les activistes se battent pour que les grosses entreprises arrêtent d'investir dans les énergies fossiles, arrêtent d'extraire, etc., les métaux, les énergies, arrêtent de détruire la biodiversité, elles ont un rôle, mais il y a aussi des gens dans ces entreprises qui peuvent avoir aussi ce rôle-là. Donc très honnêtement, c'est plutôt quelque chose de personnel. C'est-à-dire, c'est vous, les risques que vous êtes prêts à prendre, les structures qui vous conviennent le plus et la liberté dont vous voulez disposer face à votre activité professionnelle, je pense.
Une question pour Cyril maintenant de la part de Léa. Alors vous êtes Léa Wallon, vous êtes aussi étudiante en journalisme. Alors je lui ai demandé, tiens, envoyez-moi une photo qui illustre votre souhait de futur. Ça donne ça, regardez là sa photo. Et pourquoi vous avez choisi cette photo? J'ai choisi cette photo car pour moi elle est parlante. Déjà elle relate de mon domaine qui est le journalisme. Et j'ai trouvé ça important de voir plusieurs journalistes se poser sur un même sujet, une même personne, ce qui permet d'avoir différents points de vue dans les médias, etc. Pluralisme. Et voilà, c'est important d'avoir une diversité, etc. Alors une question pour Cyril, parce que je pense que c'est votre métier partagé. La question, c'est actuellement, de nos jours, on tombe dans un gros phénomène qui est les fake news. On a tendance à croire des infos qui tombent parce qu'elles nous paraissent logiques et plausibles. Comment fait-on pour contrer justement ces fake news? Je ne sais pas. Non, tu veux mais dire un truc, oui, ben, ce qui est très important, en fait, c'est dans l'éducation que vous allez avoir aux informations, aux images, qu'on vous apprenne. Moi, c'est ce que je fais avec mes enfants, et parfois avec mes amis, malheureusement, à recouper les infos. C'est-à-dire, ah, j'ai entendu ça, ok, tu l'as entendu de quelle source? Est-ce que tu as été voir d'autres sources? Est-ce que tu as comparé pour essayer de te faire une idée avec une pluralité de points de vue et une pluralité de médias? Est-ce que tu as évalué la source? C'est-à-dire, est-ce que ce sont des gens qui ont a priori une forme de crédibilité parce que leur travail journalistique ou leur travail scientifique est reconnu ou non? C'est toujours pas une garantie, hein. C'est-à-dire que Didier Raoult, sur le papier, a priori, scientifiquement, il était capé. Mais ça aide quand même. C'est pareil avec les images. C'est-à-dire d'être capable de se dire qu'une image est un point de vue, que très souvent, quand vous voyez des choses, c'est des choses qui ont été montées avec une certaine intention, que l'objectivité absolue n'existe pas, qu'il y a toujours une forme de subjectivité, c'est-à-dire qu'il y a toujours une volonté de raconter une histoire dans l'émetteur de l'information. Tout ça, ce sont des armes, d'une certaine manière, pour la recevoir et ensuite la remettre en contexte, sachant qu'elle va arriver dans votre propre grille de lecture du monde, avec votre propre subjectivité, et que là non plus, il n'y aura pas de pureté. Mais l'un des exemples les plus intéressants là-dessus, qui nous occupe avec le changement climatique, c'est le GIEC. Le GIEC, ce sont des scientifiques du monde entier qui passent en revue toutes les études qui sont faites sur la question, y compris les études contradictoires, c'est-à-dire les études qui disent non, c'est pas l'être humain qui provoque le réchauffement climatique, ce sont des cycles, c'est le soleil, etc. Et ils essayent de regarder quel est le plus fort consensus qui se dégage, en se disant, quand on regarde toute la littérature scientifique, où est-ce qu'on est à peu près d'accord tous? Et c'est cette information qui sort. Ça, c'est une démarche assez salutaire. Et donc, essayez d'aller chercher ces informations en se disant où est-ce qu'il y a le consensus le plus fort aujourd'hui, qui peut être remis en question, hein, mais en tout cas, c'est une façon parmi d'autres de ne pas trop se laisser avoir. Oui. Dézoomer, hein, avoir du recul. Louise? En fait, je suis totalement d'accord avec lui sur le sujet de voir si sur d'autres sources, il y a d'autres images. Et si, par exemple, on a une image et on veut savoir si elle est retouchée, et puis on a une image qui ressemble parfaitement, qui a les mêmes détails, mais qui est beaucoup plus simple. Et on pourrait essayer de remonter à la source, mais en fait, ça revient aussi un peu au même de voir si d'autres sources ont la même image. Alors, l'étudiante en journalisme, vous répondez à Louise? Oui, bien sûr, c'est... Vous pouvez répéter la question? Non, bien sûr, c'est important. On a beau avoir une image devant les yeux, c'est important de creuser pourquoi cette image, comme on parlait de point de vue, pourquoi ce point de vue, qu'est-ce que cela démontre, qui est engagé derrière cette image. Donc bien sûr, une image c'est bien, mais à creuser, à voir les sources. Voilà. Eva? Je me permets, je pense que tu voulais aussi la réponse de Cyril sur qu'est-ce que vous faites maintenant, quoi. Non mais je trouve ça important parce que c'est une question hyper importante. Moi c'est mon avis, c'est intéressant d'avoir le tien aussi sur
qu'est-ce qu'il faut investiguer? Je pense qu'ils ont besoin d'avoir cette réponse aussi de ta part. Moi, je pense que ce qui est le plus important, c'est de savoir ce que vous avez envie de faire, vous. Ce qui vous passionne, ce pourquoi vous avez de l'énergie. Je pense que vous avez la capacité de transformer le monde à partir du moment où vous faites quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin. Pas quelque chose parce que rationnellement, vous vous dites que c'est la bonne chose à faire, sinon il y a de très fortes chances que vous vous épuisiez. Je suis d'accord avec Eva sur le fait qu'il y a besoin aujourd'hui de diplomates, c'est-à-dire de gens qui vont à l'intérieur du système, qui sont des insiders et qui essayent de le faire un peu shifter, autant que faire se peut, parce que je pense que ça a une certaine limite. Et il y a besoin de personnes qui font émerger un monde différent. C'est pas le même type de personnalité d'être justement un diplomate ou une sorte de pionnier. J'avais un ami qui travaillait dans l'hôtellerie, qui me disait il y a des ouvreurs d'hôtels et des gestionnaires d'hôtels. Et c'est bien de savoir ce qu'on est, en fait. Et c'est là que vous allez... oui, et avoir le plus d'impact et le moins vous vider de votre énergie. Encore deux questions, rapidement, avec Linda Lemaire, qui est étudiante à Espace Estis. C'est presque le nom d'une chanteuse, ça? On lui a déjà fait 3000 fois. Alors, à vous. Il y a quelques semaines, du coup, le gouvernement a lancé le programme Chaque geste compte, qui vise à suivre leurs engagements sur la sobriété énergétique. Et en ayant parlé avec des proches à moi, sans parler des actions directement, j'ai beaucoup entendu dire qu'à notre petite échelle, on n'avait pas d'impact, on ne pouvait pas agir pour préserver l'environnement. Je ne partage pas cette idée, mais cela est souvent soutenu par le fait que de grandes entreprises n'ont pas d'action pour préserver l'environnement. Ma question est donc de comment motiver des individus, et notamment les Français, à se rendre compte, à leur faire prendre conscience qu'à notre petite échelle, on peut avoir un impact avec des gestes simples du quotidien. Ouais, le sujet de la massification des changements de comportement. Alors, désolé, je vais vous appeler des réponses rapides, parce que le temps passe et on a un horaire à respecter pour la deuxième partie. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il faut aussi les comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les systèmes ne changent pas, ça veut dire ce qui est disponible autour de toi, donc la location de ton appartement, le fait de trouver un supermarché à côté qui produit réellement de manière durable, s'il n'y a pas de station pour pouvoir charger je sais pas, ton vélo électrique ou de piste pour pouvoir faire 200 km, enfin, c'est sûr qu'on n'arrivera pas à maintenir le réchauffement à 1,5 degré, ça c'est certain. Maintenant, la question c'est même si la réponse est systémique, enfin, ça c'est mon point de vue, même si la réponse elle doit être systémique et elle n'est pas individuelle, pour changer un système, il faut forcément une responsabilisation collective et une émulation collective, tout en revendiquant les problèmes de justice. Ça veut dire qu'on peut, moi je suis végétarienne, j'ai limité, pas de voiture, enfin c'est parce que j'habite à Paris aussi, c'est pas non plus un exploit, mais voilà. Il y a plein de choses que j'essaye de faire, des choses que j'arrive pas à faire, mais c'est pas parce que je pense que j'ai une responsabilité individuelle vis-à-vis du système global de la production de viande, par exemple. C'est parce que je considère que c'est un moyen de faire... Déjà, personnellement, ça me donne... En fait, c'est la morale de Hannah Arendt, c'est-à-dire que, finalement, la morale, c'est d'être capable de vous regarder dans la glace. Et c'est un moyen pour moi de me regarder dans la glace. Mais par contre, pour changer le système, la réponse, elle est collective. Donc, c'est... Regardons-nous dans la glace, soyons alignés avec les objectifs de transition, faisons au mieux, par contre, faisons au mieux. On ne peut pas être parfait. Si les systèmes ne changent pas, on ne pourra pas être parfait. Mais surtout, quitte à ne rien faire, mobilisons-nous collectivement. Voilà, ça c'est ma vision. Je te réponds hyper vite. Là encore, dans le dernier rapport du GIEC, 3e volet, ils disent les actions individuelles peuvent avoir de l'impact si elles sont massifiées. Pour les massifier, il faut des politiques publiques qui les orientent. L'essentiel de l'impact que nous avons aujourd'hui, l'essentiel de nos comportements sont largement orientés par la façon dont l'urbanisme est organisé, la façon dont la production, le recyclage, le système énergétique sont construits. Donc, c'est très important que chacun comprenne que le plus gros de la transformation, comme le dit Eva, il est dans le système, et que pour faire bouger ce système, nous, on a besoin à la fois de faire tout ce qu'on peut à notre échelle, mais on a aussi surtout besoin d'engager des rapports de force avec les entreprises, avec les gouvernements. Comment est-ce qu'on motive les gens? Il y a une phrase de Gandhi assez célèbre qui dit « Montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule ».
Ce qui pose souvent problème, c'est que les gens se disent « Pourquoi est-ce que moi, on me fait croire, avec des plans gouvernementaux, on me dit chaque geste compte, que c'est ma responsabilité que les choses changent, alors que j'ai quand même vraiment l'impression que parmi les gens qui polluent le plus, qui sont souvent les plus riches, qui sont souvent les plus grosses entreprises, notamment les entreprises pétrolières, enfin des fossiles, etc., les efforts qu'on leur demande ne sont pas énormes. Et quand j'ai le sentiment que dans le monde de l'élite économique et de l'élite politique, il n'y a pas beaucoup d'exemplarité. S'il y avait plus d'exemplarité, je pense que ce serait plus facile de dire aux gens « Allez, venez avec nous, parce que nous, on est déjà en train de le faire. » Et on va faire ensemble. Une dernière question avec Julien Brissot, étudiant en école d'ingénieur. Il est en alternance et il bosse dans une boîte de construction bois. C'est vous qui avez fait ça? C'est pas moi qui ai fait ça. Moi, je fais le modèle un peu plus gros. Ah oui. Ah, il bosse sur les JO, je crois. Hein. C'est ça. Hein, sur un chantier des JO. C'est ça. Votre question? Tout petit contexte, du coup, moi je suis conducteur de travaux donc dans une entreprise qui fait de la construction modulaire bois, donc on préfabrique en usine et on amène après sur site. Et j'ai pu faire le constat avec ma petite expérience qu'aujourd'hui on vit sur un territoire où on a la ressource en bois, on a toutes les technologies dont on a besoin pour construire à peu près tout ce qu'on veut en bois, on le voit là avec tous les ouvrages construits pour les Jeux Olympiques. Et ma question c'est pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas plus et surtout qu'est-ce que ça dit sur l'avenir de l'habitat en France et en Europe. On évoquait la Réno tout à l'heure. Hein. Tout à fait. Ok. Merci. D'une part, on a besoin, je pense, de repenser l'architecture, l'urbanisme de façon durable au sens large du terme, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour que les bâtiments qu'on construit soient le mieux isolés possible et que, une fois que ces bâtiments n'ont plus de vocation à être utilisés comme des bâtiments, comment est-ce qu'ils retournent à la terre, entre guillemets, de la façon la plus neutre possible. Et donc, en ça, construire avec des matériaux qui sont renouvelables et biodégradables, ça a beaucoup de sens. Mais on a aussi besoin, dans l'architecture et dans l'urbanisme, d'avoir une politique soutenable. Or, aujourd'hui, la pression qui s'exerce sur les forêts est considérable. Je ne sais pas si vous connaissez ces chiffres-là, mais là, avec le réchauffement climatique et les sécheresses, la croissance des arbres s'est énormément ralentie. Il y a même une bonne partie de certaines forêts en France où les arbres sont morts parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'eau et qu'il faisait trop chaud. Et le fait que cette croissance ralentisse, par exemple dans la forêt de Rambouillet à côté de chez moi, elle a ralenti de 50% pour en avoir discuté avec les gens de l'ONF, ça fait que les arbres stockent moins de CO2, donc nous aident moins pour être des poumons et des pompes à carbone. Que ça pose aussi un problème pour la biodiversité, puisque les forêts sont un des premiers habitats de tout un tas d'espèces. Donc si on coupe les forêts trop vite, sans les laisser se régénérer, on a un énorme problème pour le climat et la biodiversité, et en même temps, utiliser du bois est très utile pour la construction, pour le papier, pour se chauffer. Donc là encore, c'est une question de mesure et de planification qui ne peut pas se faire simplement à l'échelle d'un individu ou même d'un petit territoire. Ouais. On a besoin d'y réfléchir de façon très vaste et dans le temps, en réfléchissant à la façon dont on va gérer les forêts, en réfléchissant à la façon dont on va renouveler les bâtiments, dont on va les isoler, en réfléchissant à la façon dont on va réutiliser le bois ensuite et dont on va avoir une filière qui est aussi circulaire. Et cette réflexion-là, pour l'instant, est quand même relativement balbutiante. L'autre problème qu'on a directement pour la construction bois, c'est que là encore, il y a un lobbying assez intense d'autres secteurs d'activité, le béton, pour ne pas le citer, qui ont encore une vraie capacité d'orienter un certain nombre de décisions publiques et de subventions. Ok, merci. Oui. Et tout à fait aligné, et au-delà des lobbies et de la problématique qui est liée même au modèle, hein, même de la construction bois, qui est limite si on se met à part, si on considère que c'est un modèle qui devrait être massifié parce qu'il peut le faire. Le problème qu'on a aujourd'hui aussi, et ce qu'on nous rétorque beaucoup, et ça me permet de finaliser le propos que j'avais tout à l'heure sur la rénovation, c'est qu'on vous dit il n'y a pas de modèle économique. Ça, c'est la réponse. Donc, il y a souvent les lobbies qui sont passés par là, etc. Mais on n'a pas trouvé le modèle économique pour massifier des nouvelles industries. Voilà. Donc il y a un vrai problème aujourd'hui autour de la manière dont aujourd'hui les dépenses publiques et l'économie est orientée. Et ce qui est certain, c'est que si on veut voir venir la massification de solutions de transition comme celle-ci,
même si elles ont une limite en matière de massification, c'est qu'il va falloir abandonner les modèles économiques d'hier. Renouveler c'est un choc quand même. Effectivement, vous parliez de choc tout à l'heure. C'est quand même renouveler la manière de faire de l'ensemble des financeurs publics. C'est renouveler le droit aussi. Le droit, j'en ai pas parlé, mais le droit aujourd'hui, il organise très largement l'économie et la manière dont elle est construite aujourd'hui. Le droit, il va favoriser fiscalement une entreprise qui va polluer. Il va favoriser, parce qu'elle va délocaliser, du coup elle va améliorer son bilan. Il va favoriser également le partage de la valeur à des investisseurs au détriment du partage de la valeur à ses salariés. Moi, je le vis très, très directement. Je n'ai pas les moyens fiscalement de pouvoir partager plus de 20% de mes parts parce que ça a un coût énorme, alors que mes investisseurs se partagent leurs actions du matin au soir parce qu'à un moment, on a décidé que ça valait le coup, en fait, que des investisseurs puissent être exemptés de fiscalité. Et donc, il faut se dire aujourd'hui que ça vaut le coup de libérer la fiscalité sur le développement de modèles innovants, que ça vaut le coup aujourd'hui de contraindre fiscalement et financièrement les entreprises qui détruisent la planète et qui détruisent aussi la société, etc. Et pour ça, il faut effectivement un renouvellement total, notamment du droit des institutions, pour être capable d'autoriser la massification de ces modèles. Et là, on est dans une région, voilà, je ne sais pas si les présidents du département sont là, mais il y a eu un bel article qu'on a défendu pendant la loi climat, il n'y en a pas beaucoup, notamment la priorisation sur les marchés publics des entreprises écologiques et sociales, qui nous a un petit peu été retoqué par l'Union européenne. Et du coup, aujourd'hui, l'amendement, il n'est pas si fou. Ça veut dire qu'il y a quand même l'avantage de la compétitivité prix qui prend le profit sur la compétitivité écologique. Mais typiquement, si cet amendement il était justement respecté dans la manière dont il a été porté à l'origine, quand sur les 2 milliards de commandes publiques aujourd'hui, quand notamment une collectivité, elle a en face d'elle un promoteur ou un constructeur qui fait du béton versus un constructeur bois, elle choisirait le constructeur bois. Parce que c'est plus écologique. En fait, c'est simple, mais ça nécessite effectivement d'être massifié et conditionné aujourd'hui. Voilà. Un grand merci à vous. Merci pour votre engagement. Merci, merci beaucoup. Alors, tiens, je regardais une info là il y a quelques jours. 80% des Français décident du programme de leur week-end le vendredi. Donc, je vais vous permettre de prendre de l'avance en réservant obligatoirement votre samedi ou votre dimanche en famille pour le Salon du Livre, organisé dans le cadre d'Ecopos. Donc, samedi, c'est de 10h à 19h. Dimanche, de 10h à 18h. Plus de 80 auteurs qui seront présents. Vous pourrez aller à leur rencontre, entendre leur keynote, les rencontrer, discuter, des séances de signature, bien évidemment. Et puis, il y a un espace jeunesse très bien pensé avec des grands éditeurs de l'univers de la jeunesse et toutes les propositions de bouquins. Tu lis, toi? Ouais. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Les Royaumes de Feu, ou Les Vues par une ado, ça raconte l'histoire de grandes personnes, par exemple Einstein ou Mozart, mais vues par des enfants. Et du alors, coup, c'était des gens bien, ces gens-là? Oui. Ouais. Eh bien, ça fera certainement partie des bouquins qui seront présentés. Et il y a des animations, il y a des ateliers, des animations pour les jeunes. Bref, ce week-end, en famille, tous à la Cato pour participer activement au Salon du Livre. Notre dernière séquence avec la présidente de Dalkia qui va nous rejoindre. Bienvenue, Sylvie Jeannot. Merci pour votre présence. Bienvenue. Vous pouvez raconter votre métier à Louise? Bonjour, c'est un grand plaisir pour moi d'être là parmi vous. Ben oui, mon métier c'est de diriger une grande entreprise qui compte 20 000 personnes en France et à l'international. On est majoritairement en France pour le moment, à peu près 20%, 15-20% à l'international. Et on travaille sur la transition énergétique avec 2 grands métiers. Le premier grand métier, c'est de travailler sur comment on arrive à faire de l'énergie sans CO2, bas carbone, comment on va remplacer le gaz, le fuel. Et on fait ça chez Dalkia autour des questions de chaleur, de chauffage, d'eau chaude. Et on est un grand spécialiste des réseaux de chaleur et de chauffage urbain.
Et pour les rendre bas carbone, c'est-à-dire qui n'émettent pas beaucoup de CO2, on travaille sur de la récupération de chaleur. Par exemple, à Dunkerque, on récupère la chaleur sur les hauts fourneaux d'Arcelor et on va chauffer les habitants de Dunkerque. On a près de Roubaix une petite chaufferie bois. Alors on pourrait reparler beaucoup du bois parce que c'était juste un débat avant. Et on va chercher effectivement, alors le bois énergie, c'est la partie des branches, de l'arbre qui n'est pas utilisée justement pour faire de la construction ou des meubles. Et on a une chaufferie biomasse et on chauffe également les habitants de la ville. À Lille, je vois que Madame la vice-présidente de la métropole est là. On va chercher la chaleur sur l'incinérateur des déchets. Il y a un gros incinérateur, on brûle les déchets, ça dégage de la chaleur et on va chauffer les habitants. Je vais laisser la place à Louise, moi. Deuxième métier, on travaille sur les économies d'énergie. Juste pour vous décrire tout ce que fait Dalkia, on a des techniciens, d'ailleurs je crois que vous passez un petit peu des images de techniciens de Dalkia derrière, et on travaille sur le consommer moins. Vous avez beaucoup parlé de sobriété, c'est un sujet pas du tout facile. Comment on arrive à faire consommer moins tout en produisant peut-être à peu près la même chose. Donc on travaille avec des industriels, des bâtiments tertiaires, des grands logements. J'ai en tête les bâtiments de Villeneuve d'Ascq. On a pris un contrat de performance énergétique avec eux et on va leur faire moins 17% d'énergie. Et les bâtiments communaux, ils vont toujours faire leur boulot. Voilà. Alors, 2-3 questions à vous poser en 6-8 minutes. Alors tout d'abord, un welcome à Fabien Brémond, le nouveau directeur régional de Dalkia, qui est en poste depuis, il est là, depuis début octobre, mais dans la région déjà depuis quelques années. Votre éloge du futur à vous, madame? Alors comme je dirige une entreprise, je vais plutôt vous parler peut-être des entreprises de demain. Dans ce futur, évidemment, je me suis posé la question de c'est quoi ces entreprises de demain. Et j'aurais pu vous parler évidemment du changement climatique très longtemps et ça fait partie du décor, mais j'ai envie de vous dire déjà qu'est-ce qui va faire le succès d'une entreprise de demain. J'aurais envie de tourner autour de 3 idées. La première idée, c'est que l'entreprise de demain est ancrée dans le local. Alors évidemment, il y a des pouvoirs publics et des politiques publiques qui animent et qui cadrent des choses, mais c'est sur le terrain que ça se passe. Et l'entreprise qui serait déconnectée de son terrain, à mon avis, aura du mal à avancer. Alors, par exemple, alors ça peut être un terrain à l'international, mais en Pologne, pour vous donner des exemples de la transition écologique, parce que c'est quelque chose qui nous anime aujourd'hui, on utilise du gaz de mine, vous savez, le grisou. D'ailleurs, on ne fait pas à Béthune aussi, il y a des projets en cours. On utilise le grisou, on a fait un réseau de chaleur et on supprime dans les immeubles de logement que nous allons chauffer, nous supprimons chaque petite chaudière ou poêle individuel au charbon. Vous savez, quand vous arriviez dans ces endroits-là l'hiver, c'était la fumée noire de charbon. Et là, d'un coup, on supprime ces fumées noires l'hiver, on passe un réseau de chaleur, on utilise le grisou. Alors, les Polonais ne disent pas encore que c'est une énergie renouvelable, mais c'est une énergie fatale, c'est une énergie perdue. Et ce grisou, s'il va dans l'air, il est atroce pour le changement climatique. Et bien, quand on fait ce réseau de chaleur-là, on fait du bien à la planète et aux habitants en local. Si on n'avait pas compris les attentes du terrain, on n'aurait pas bien fait notre boulot là-bas. On fait ça évidemment partout en France. Je crois que être ancré dans le territoire, c'est parce qu'on comprend bien ce terrain que je vais bien agir demain. Ça sera essentiel pour les entreprises demain. Deuxième axe majeur, c'est l'innovation. Alors j'adore parce qu'ici on est à la Cato de Lille. Et je crois que dans l'innovation, vous avez parlé beaucoup d'urgence. Il y a un sujet de rythme dans les transformations qu'on doit réussir pour demain. C'est majeur. Et l'innovation, elle se joue sur 2 plans. Elle se joue avec les toutes petites entreprises, avec les start-up, beaucoup d'agilité. Il y a beaucoup d'idées et ce tissu entrepreneurial, je crois qu'il y a des incubateurs. J'avais visité à la Cato des lieux où il y a des jeunes qui créent des choses, qui ont des idées, qu'ils soient numériques ou pas, des nouvelles idées. Ça nous permet aux grandes entreprises d'avancer plus vite sur certains trucs. Chez Dalkia, on travaille sur des modèles d'intelligence artificielle avec une petite société qui s'appelle Metron. On travaille avec des industriels pour aller justement les aider à consommer moins en travaillant sur leurs process
Par exemple, dans une entreprise agroalimentaire, on va se poser la question, vous savez, les entreprises, parfois, ça fait 30 ans qu'ils ont chauffé leur gâteau avec le four à tel niveau de température. Et nous, on leur pose la question, et si on faisait -1 ou -2 degrés sur cette température de four? Des fois, voilà, tout simplement, on réduit les consommations d'énergie et les gâteaux, ils ont le même goût. Vous voyez, donc, je vous donne des exemples un petit peu simples, mais c'est juste pour vous dire. Et ça, on travaille avec des startups, ça nous permet d'aller plus vite. Il faut les ancrer avec nous. Et en même temps, on a des tels enjeux de choses à transformer, d'innovation à implémenter, que c'est très important de garder le temps long, le temps de l'université. Et je sais qu'il y a beaucoup de chercheurs également ici, peut-être dans la salle également. Et ce qui est difficile pour les entreprises aujourd'hui, c'est cette concordance des temps entre ce temps des startups et ce temps long de la R&D, dont on aura besoin, ce tempo, dont on aura besoin pour développer de l'hydrogène massivement, pour passer à l'échelle massivement. Vous avez exprimé cette idée de la massification. Ce n'est pas un sujet simple, je pense. Donc voilà, ce sujet m'intéresse de l'innovation, je pense qu'il est majeur. Et le troisième thème, qui me semble essentiel et qui ressort beaucoup de cette discussion, c'est... Je crois que l'entreprise de demain sera engagée ou ne sera pas. Elle sera engagée dans la transition énergétique. Je crois qu'au contraire, demain, les banquiers ne financeront plus les entreprises qui n'ont pas une trajectoire carbone qui va vers la neutralité carbone. Je pense que c'est un enjeu fort, et c'est y compris un enjeu économique. L'entreprise se devra d'aller vers cette neutralité carbone. Deuxième sujet, l'entreprise devra être engagée sur le plan sociétal, aussi pour nos salariés. C'est-à-dire que moi, j'ai deux sujets. J'ai deux sujets. Je recrute et j'ai du mal à recruter. Alors, il y a une jeune fille tout à l'heure qui voulait aller dans l'énergie. Alors, évidemment, j'ai envie de le dire, venez chez Dalkia. Je recrute et j'ai du mal à recruter. Pourquoi ? Parce que je pense que les jeunes d'aujourd'hui, ils expriment fortement l'idée d'avancer dans cette transition énergétique, mais ils ne connaissent pas forcément très bien les métiers qui vont conduire à cette transition énergétique. Donc, pour faire ça, j'ai besoin de m'engager, d'aller chercher les jeunes, d'aller leur expliquer, y compris des jeunes qui sont éloignés de l'emploi, qui sont dans des quartiers plus difficiles. Moi, j'ai envie de faire de l'ascenseur social. On va avoir besoin de beaucoup de monde. Il va y avoir besoin d'emploi. Je vois notre directeur technique là, qui cherche des ingénieurs en ce moment, mais on cherche aussi beaucoup de techniciens d'exploitation, vous les avez vus derrière. Et donc, qu'est-ce qui fait que je vais réussir à leur expliquer ça ? Comment j'arrive ? Grâce à l'apprentissage, grâce au mentorat. Moi-même, je mentore une jeune fille de 3e, qui est tunisienne, qui habite dans la banlieue nord de Paris. Et j'essaye de l'ouvrir sur un certain nombre de sujets qui va peut-être lui permettre demain de dire tiens, ces métiers-là, ils m'intéressent. Et puis, c'est une société qui sera plus durable, plus diverse. Et ça, juste pour terminer sur l'engagement des entreprises, parce qu'au-delà du fait que je recrute, ça donne envie à mes salariés de rester chez Dalkia si je leur dis que j'ai envie de faire ça et que je le fais vraiment. Et ça, j'en ai un intérêt aussi économique, in fine, parce que si mes salariés restent chez Dalkia et qu'ils sont motivés, mon entreprise va bien. Donc, des entreprises qui ne sont pas hors sol, ancrées dans le local et le système local, et actrices du développement du territoire, l'innovation, mais versus le tempo, et puis l'engagement. Il nous reste 2 minutes. Vous avez fait Polytechnique, École des mines, dans votre promo, 24 femmes sur 350 élèves. Et c'était il n'y a pas longtemps. Comment on fait bouger les lignes ? Merci. J'attendais une réaction de la salle. Comment on fait bouger les lignes ? Eva aura certainement un truc à dire là-dessus. C'est un beau sujet. C'est-à-dire que, alors, je reprendrai l'idée de tout à l'heure, vous avez parlé d'exemple, monsieur. J'espère que je donnerai envie à des jeunes filles d'aller vers ces métiers-là. Chez Dalkia, on a du mal à féminiser, clairement. Il y a 5 ans, j'avais 14% de femmes chez Dalkia et j'en ai toujours 14%. Parce que quand je regarde les diplômes de techniciens, Bac+2, Bac+3, Bac Pro, j'ai très peu de femmes, moins 10% de jeunes filles qui s'engagent dans ces métiers. Dans les diplômes d'ingénieurs, moi je trouve que ça ne bouge pas assez, on est autour de 28%. Qu'est-ce qui fait que ce goût des sciences ? Alors, moi, j'ai créé un prix qui s'appelle Women's Energy in Transition. Je prime un certain nombre de jeunes filles chaque année, à tous les niveaux. On part du CAP
bac pro, bac plus 2, bac plus, etc. Centaines d'étudiantes par an. Pour parler des métiers. Le prétexte de ce prix, alors au-delà du fait que, évidemment, je récompense un certain nombre de jeunes filles, ça peut paraître une goutte d'eau, mais je pense qu'il faut qu'on fasse la pédagogie. Peut-être qu'on change de vocabulaire aussi, parce que si je vous parle de génie électrique, génie climatique, maintenance, etc., ça va peut-être faire un peu moins révéler. Eva, comment vous voyez les choses, vous? C'est un axe fort de votre parole militante aussi. En fait, il y a un peu deux visions de ces sujets qui se conceptualisent. Il y a le féministe dit libéral, en fait, qui dirait à penser il faut qu'on ouvre les espaces actuels et qu'on y mette plus de femmes pour que ces structures soient finalement plus égalitaires. Je pense que c'est un... Et puis derrière, il y a aussi l'autre vision qui est un féministe plus... qui veut faire progresser la société, disons, progressiste, qui voudrait dire que les espaces doivent aussi changer. Moi, je pense que c'est un mix entre les deux, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la place pour les femmes, donc il faut forcer la place des femmes, mais il faut aussi que les espaces économiques, politiques, les écoles aussi, elles changent. J'étais à l'EM Lyon quand j'ai fait mon master de finance, en face de Centrale. Je me suis fait enfermer dans les toilettes par des mecs complètement bourrés en fanfare. Et c'est une vraie chose. Je ne sais pas comment c'est la Polytechnique, mais les écoles d'ingénieurs, elles ne sont pas faciles pour les femmes. Les espaces, même si on revient encore avant. Moi, je me rappelle, j'ai toujours été... Enfin, c'est compliqué parce que j'ai été vachement socialisée comme un homme ayant fait des études de maths, etc. Donc, j'ai pas vécu ce qu'ont vécu aussi beaucoup de femmes, en fait. C'est que vous êtes tout de suite... à moins d'être très, très bonne en sciences ou en mathématiques, vous êtes tout de suite cornerisé. Et surtout, vous n'êtes pas poussé aussi vers ces métiers. Donc je pense qu'il faut revenir aussi même à l'école et faire très attention à la manière dont on dirige les hommes et les femmes, pas toujours volontairement, mais vers certaines thématiques. Et il faut aussi que les espaces politiques et économiques changent. Il y a des grandes innovations, par exemple, c'est pas des si grandes innovations, je dis des grandes innovations, mais c'est rien. Je voulais parler du président du Danemark qui rentre à 18h chez lui parce qu'il considère que c'est sain de dîner avec sa famille. Donc c'est pas dingue en fait. Mais en fait, il faut... Si les espaces économiques et politiques changeaient comme ça... Il y a même des présidents d'université qui le font. Incroyable. Non, mais en tout cas, voilà, si les espaces politiques et économiques étaient comme ça, changeaient, étaient adaptés en fait à des personnes qui avaient envie aussi d'avoir un alignement pro-perso, et même pas que pour la question des enfants. Juste parce que je pense, c'est peut-être bête, mais on a ce désir d'alignement plus fort. De par, effectivement, l'expérience sensorielle qui n'est pas la même construite. J'ai une question. La question de 20h28. Mais vous avez dit qu'il fallait réduire le CO2 et le charbon. Mais je sais qu'on peut y arriver, mais moi je me demande comment, parce qu'on a quand même bien ancré notre civilisation sur des transports ou d'autres choses qui émettent du charbon ou du CO2. Incroyable. C'est justement très vite, parce qu'on doit conclure. C'est justement un des métiers d'Alca. Non, mais c'est une rencontre... En tous les cas, c'est un des gros challenges qu'on a. Et effectivement, j'ai la chance de manager une entreprise qui fait partie de la solution. C'est comme ça que je terminerai. Et il faut qu'on accélère, c'est clair. Un grand merci. Une entrepreneuse engagée, Sylvie Géano. Restez avec nous. J'ai une dernière question pour conclure à Eva et à Cyril. Vous avez formidablement plaidé avec nous, devant nous, les nécessaires transformations et prouvé qu'évidemment, chacun d'entre nous doit prendre sa part. Il a bossé au Colibri, lui aussi. Nous, on a aussi envie de mettre de la joie dans tout ça. Voir, je parle devant les responsables de l'Université catholique de Lille, de l'espérance. Possible ? Vous avez 2 heures. Non, vous avez 30 secondes chacun, il faut qu'on conclue. Cyril. Évidemment que c'est possible de mettre de l'espérance, mais on en a besoin. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir de l'espoir pour continuer à vivre. C'est comme si je vous disais, mon vieux, vous allez mourir, donc pourquoi est-ce que vous vous levez tous les matins? Vous savez bien que c'est foutu. Tout est foutu. Pas la peine de se lever. Là, c'est la même chose. D'une certaine manière, on sait que le futur est plein de difficultés, donc ça devrait nous conduire à nous dire, on a envie que chaque journée compte, que chaque journée soit la plus passionnante, la plus vibrante, la plus utile, qu'on puisse faire l'expérience d'être en vie, d'aimer les autres, d'être aimé le plus possible, et de trouver des solutions. Et ce qui me donne de l'énergie en tout cas, c'est de me dire que tout ce qui est devant nous
et tout ce qu'on aurait besoin de faire pour résoudre le problème, c'est absolument passionnant. C'est beaucoup plus passionnant pour un agriculteur, par exemple, de comprendre comment fonctionnent ces sols, comment fonctionnent les arbres avec les écosystèmes que ça peut créer, comment est-ce qu'on peut créer des interactions entre les différentes espèces. Par exemple, tiens, on met des oignons parce que les oignons, ça fait une odeur qui repousse la mouche de la carotte. Ah oui, ok, là on met de l'absinthe parce que l'absinthe, les pucerons adorent l'absinthe, comme un certain nombre de poètes d'ailleurs, et ils vont sucer les buissons d'absinthe et donc ça permet de vérifier que les coccinelles sont arrivées. Tout ça est plus passionnant que d'avoir un satellite qui vous dit à quel moment il faut donner les granulés à vos vaches et puis quand il faut passer avec quel produit avec votre tracteur dans le champ. C'est plus passionnant. Et ben c'est comme ça pour tous les métiers. Donc d'une certaine manière, reconstruisons une vision de l'avenir où on se dit que ça peut être génial. C'est-à-dire que ça va être plus dur, les conditions seront plus dures, mais ce qu'on va accomplir, ça va être génial. Ça vaut le coup. Eva Sadoun. Eva Sadoun. C'était une très belle imagerie et je pense qu'elle peut se projeter à peu près tous les métiers. Et nous, on le voit au Mouvement Impact France, donc j'en ai pas parlé, mais c'est du coup cette grande organisation d'entreprise de la transition écologique et sociale qui se bat pour que le système économique change. Les dirigeants, les salariés de ces entreprises, désolé, mais ils sont bien plus épanouis que tous les mecs que je vois dans les RER A quand parfois je vais à la Défense, quoi. C'est une réalité. C'est beaucoup plus, enfin ça donne en tout cas beaucoup plus envie de vivre, de travailler, etc., de savoir que le système peut devenir potentiellement ça un jour. Je vois pas ce qu'il y a de kiffant à effectivement renifler du béton. Excusez-moi, un peu, j'ai grandi dans la ville, donc je sais à quel point c'est pas kiffant de vivre dans cette espèce de frénésie où il faut travailler le plus possible, on respire hyper mal, on ne sait même pas quel objectif on poursuit, etc. On est complètement déconnecté. Donc je sais, et de voir des gens en fait complètement cornerisés dans des quartiers avec des crises sociales ambiantes, est-ce que c'est ça qui est kiffant? C'est vrai que je vois forcément le monde pour lequel on se bat, un monde de joie. Mais comme j'ai dit sur votre antenne tout à l'heure, ça nécessitera la redéfinition d'un rapport de justice. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il n'y a pas de joie quand on parle de ces sujets. C'est parce qu'il n'y a pas de justice. D'abord la justice et ensuite la joie. Et on va kiffer tous ensemble. Voilà. Un grand merci à Louise, à Cyril et à Eva pour vos témoignages. Et on a une belle entrée en matière pour cette Biennale Ecopause 2022. Vous restez là. La pause va durer 10 minutes, pas plus. Et ensuite, une deuxième partie incroyable. Merci à vous pour votre témoignage. À tout de suite.